Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 9 août. À Jérusalem, un attentat suicide revendiqué à la fois par le djihad islamique et Hamas a causé la mort de 14 personnes, dont 6 enfants, blessés 130, selon un bilan toujours provisoire. C'est l'attentat le plus sanglant à Jérusalem depuis le début de la deuxième intifada. La compagne du suspect numéro 1 dans la mort de Karine accuse aujourd'hui Stéphane Kraut d'avoir violé, tué puis brûlé la jeune fille. Devant le juge à Sarreguemines, le jeune homme s'en tient toujours à la thèse de l'accident. Jean-Paul Belmondo, hospitalisé d'urgence hier soir à Paris, est dans un état sérieux mais stationnaire. Victime d'un accident vasculaire cérébral, il ne parvient pas à s'exprimer. Reproduire à la perfection des cartes bancaires, c'est possible. Nous vous montrerons dans ce journal que des pirates de l'informatique peuvent créer des fausses cartes parfaites bancaires. 11e nuit des étoiles, ce soir sur France 2, 349 sites d'observation astronomique seront ouverts cette nuit au public. Claude Sérillon et Hubert Reeves présenteront cette émission en direct de la Cité des Sciences à Paris. Retour des dinosaures, Jurassic Park 3 sort dans les salles françaises, avec en vedette le spinosaure encore plus gros, plus cruel que ses cousins des films précédents. En plein cœur de Jérusalem aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, un attentat suicide dans une pizzeria très fréquentée a causé la mort d'au moins 14 personnes, dont 6 enfants, et blessé 130. L'attentat a été revendiqué peu après par le djihad islamique et aussi par le Hamas. Le ministre de la Défense israélien s'est aussitôt réuni avec l'état-major de l'armée pour mettre au point des ripostes, alors que tout le pays était évidemment en état de choc. Sur place, nos envoyés spéciaux Claude Sampère et Mossi Harmon. C'est l'attentat le plus grave à Jérusalem depuis le début de l'intifada. L'explosion a eu lieu vers 14 h en plein centre-ville sur la rue Yafo, une des rues les plus commerçantes et les plus fréquentées. Le kamikaze se trouvait à l'intérieur de ce restaurant. La pizzeria était pleine. Plusieurs familles avec leurs enfants déjeunaient tranquillement. Il y a moins d'une semaine, les mouvements extrémistes palestiniens Hamas et Djihad avaient promis l'enfer pour les Israéliens. La violence de l'explosion est terrible. En quelques minutes, les secours arrivent. On pratique des massages cardiaques à même le sol. Plusieurs dizaines d'ambulances affluent sur les lieux. Les blessés sont évacués le plus rapidement possible. Aux alentours, des rescapés en état de choc. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement israélien craignait ce type d'attentat. Toutes les forces de sécurité du pays étaient 24 h sur 24 en alerte maximum. Mais cette fois-ci, le terroriste a réussi à passer à travers les mailles du filet. Il avait 23 ans, il appartiendrait au Hamas ou au djihad islamique. En quelques minutes, la police boucle le quartier. Elle craint l'explosion d'une nouvelle bombe. Le bilan est très lourd. Selon les sources, entre 14 et 18 morts, plus de 130 blessés, parmi les victimes, beaucoup d'enfants. Tous les hôpitaux de la ville sont mobilisés. Plusieurs blessés sont dans un état critique. Dans les couloirs, on croise ce couple de Français qui est arrivé hier soir en Israël. J'étais avec ma fille et ma femme sur le trottoir, juste à côté du restaurant, et ça a explosé. Sa femme est légèrement blessée, sa fille subit des examens. Sur les lieux de l'attentat, quelques manifestants crient leur colère. Les Arabes dehors, à mort. La plupart appartiennent à un mouvement d'extrême droite. Soudain, une nouvelle alerte. Une explosion a été entendue un peu plus au nord sur la même rue, près de la station centrale des bus. En quelques minutes, les ambulances arrivent, la police évacue la zone. La télé israélienne parle d'un deuxième attentat, mais elle se trompe. Cette fois-ci, il ne s'agit que de l'explosion d'un pneu d'un bus. Et nous retrouvons en direct à Jérusalem Claude Sampère. Claude, ce soir c'est la douleur, la colère et la peur aussi, j'imagine, à Jérusalem. Effectivement, il y a encore ce soir beaucoup d'émotions, vous pouvez l'imaginer, à Jérusalem et dans tout Israël. Vous savez, les violences s'étaient nettement intensifiées depuis 2 semaines sur le terrain et les autorités craignaient ce type d'attentat. Hier, un kamikaze a essayé de faire sauter un barrage israélien avec une voiture bourrée d'explosifs et l'attentat a été évité de justesse. La semaine dernière, c'était une jeune fille de 23 ans qui a essayé de faire sauter un bus à Tel Aviv en montant à bord avec des explosifs. Donc, tout le monde, tout le pays s'attendait à ce genre d'opération, à ce type d'attentat. Mais quand ces opérations arrivent, vous l'avez dit, il y a ce soir beaucoup de douleur et beaucoup de colère à Jérusalem. Claude, le gouvernement Sharon est toujours en réunion de crise à l'heure actuelle? Oui, à l'heure actuelle, le Premier ministre Ariel Sharon est toujours en réunion avec son ministre de la Défense, Ben Eliezer. Pour le moment, il n'y a aucune réaction officielle de la part du gouvernement israélien. Pas de communiqué, pas d'interview, le gouvernement est en réunion de crise.
Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde s'attend à une riposte militaire. La vraie question, c'est de savoir à quel niveau aura lieu cette riposte militaire. S'agira-t-il simplement de raids d'hélicoptères israéliens, c'est la riposte classique à ce genre d'attentat, ou s'agira-t-il d'une opération militaire plus importante? Yasser Arafat, vous le savez, de son côté, a condamné l'attentat. Il appelle à un cessez-le-feu commun avec Israël. Pour le moment, il n'y a toujours pas de réaction de la part du gouvernement Sharon. Et ce que je peux vous dire, c'est que cet après-midi, en Cisjordanie et à Gaza, la plupart des Palestiniens ont évacué les bâtiments officiels parce qu'ils craignent une riposte militaire. Merci Claude pour ces éléments. Je rappelle que cet attentat est le plus sanglant depuis le début de la deuxième intifada. Le Hamas annonce que les attaques anti-israéliennes vont s'intensifier. Depuis 2 ans, la situation n'arrête pas de se dégrader en Israël. Le Premier ministre Ariel Sharon, partisan de la manière forte, n'a pas pu tenir son engagement à porter la sécurité aux Israéliens. Jean-Marc Ilouz. Ni la paix, ni la sécurité. C'était le 1er juin dernier et 21 Israéliens trouvaient la mort dans une boîte de nuit après un attentat de kamikazes palestiniens. Malgré 9 mois de bouclage quasi total des territoires palestiniens, l'armée et les services de sécurité israéliens n'avaient pas pu prévenir le carnage. Et comme à chaque attentat, Ariel Sharon, le Premier ministre israélien, choisi par une opinion qui ne croit plus à la paix, accusait Yasser Arafat d'être le premier responsable de la violence pour avoir relâché des terroristes palestiniens naguère emprisonnés. Alors, pour intercepter les poseurs de bombes, Israël n'hésitera pas à frapper directement chez eux les responsables du Hamas et du djihad islamique, et même l'entourage proche de Yasser Arafat, au prix parfois de la mort de civils palestiniens. Des morts qui mobilisent autour des éléments les plus extrémistes une foule palestinienne étranglée par le bouclage des territoires, saignée par l'intifada et frondeuse vis-à-vis d'une autorité palestinienne accusée de corruption. L'attentat d'aujourd'hui souligne donc les limites de la politique de force d'Ariel Sharon et les ambiguïtés de Yasser Arafat qui souffle le chaud et le froid au gré des mouvements de colère d'un peuple palestinien qui lui non plus ne croit plus au dialogue. Un échec partagé avec la communauté internationale et surtout avec une nouvelle diplomatie américaine qui a bien du mal à trouver ses marques depuis le changement de président à la Maison-Blanche. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la mort de Karine à Bitche en Moselle, avec les accusations de la compagne de Stéphane Kraut, suspect numéro 1. Il aurait, dit-elle, violé, tué puis brûlé sa victime. Les gendarmes qui recherchaient les effets personnels de Karine, selon les indications de cette jeune femme, n'ont rien trouvé. Et ce soir, Stéphane Kraut maintient sa version de l'accident. Sur place, Grégory Hérault et Jean-Pierre Pasteur. En sortant de son silence, Péroline est devenue la pièce essentielle d'un puzzle décidément difficile à reconstituer. Ce matin, lorsque la compagne de Stéphane Kraut repart libre du palais de justice de Sarreguemines, elle vient de faire des révélations au juge d'instruction pendant plus de 2 heures. Entendue comme témoin, elle a dévoilé la version des faits, la version que lui aurait racontée son ami avant d'être arrêtée. Un rebondissement énorme pour l'avocat des parties civiles. Ça va dans le sens de ce que pense la famille, qu'il s'agit là carrément d'un crime crapuleux, peut-être de viol précédent le crime, le meurtre lui-même et l'incendie. Durant toute la matinée, plusieurs équipes ont essayé de vérifier cette thèse, mais dans la forêt où a été retrouvée Karine, les recherches n'ont rien donné. En début d'après-midi, retour à Sarreguemines, Stéphane Kraut entend réagir aux propos de sa petite amie. Durant 3 heures, il maintiendra la thèse de l'accident, mais ajoutera « Péroline m'a aidé à faire disparaître le corps ». Le soir même, il serait rentré directement à Mulhouse et ils seraient repartis ensemble après. Et pour y faire quoi exactement? Pour faire disparaître toute trace. Lui voulait la protéger, ils ont un enfant qui a 3 mois, il voulait éviter de la mêler à tout ça, mais vous doutez bien que ces dernières déclarations ont peut-être un petit peu modifié la donne. Et ce soir, l'avocat de Stéphane Kraut a demandé d'accélérer les procédures pour une confrontation rapide des 2 protagonistes avant la fin de la semaine. Et on retrouve sur place Loïc Delamornay. Loïc, quel est le sentiment des habitants face à ces révélations de plus en plus sordides ?
Eh bien, Françoise, comme vous l'imaginez, les habitants de Bitche ont suivi d'heure en heure les rebondissements de cette journée avec à chaque fois un petit peu plus d'écœurement. D'abord en apprenant ce matin la thèse du meurtre, puis du viol, avancé par Péroline, puis en assistant ce soir au jeu un peu macabre auquel se livrent Stéphane Croth et sa compagne qui se renvoient la balle. Alors, bien sûr, les habitants de Bitche sont très choqués, mais ils ne sont pas surpris. Nous les avons rencontrés en fin d'après-midi dans ces rues. La majorité d'entre eux nous a confié qu'ils n'avaient jamais cru à la thèse de l'accident. Trop d'invraisemblance, trop de confusion, disent-ils. D'ailleurs, ils parlent souvent de Karine, cette adolescente soi-disant écrasée. Alors bien sûr, il reste beaucoup de points à éclaircir et nous venons d'apprendre qu'en ce moment même, Péroline est à nouveau entendue par un juge à Sarreguemines. Quant aux recherches pour retrouver les effets personnels de Karine, elles reprendront dès demain. Merci Loïc. Et puis dans une autre affaire, ce soir, la maman de Laetitia, en fugue depuis le 13 juillet, adresse un appel à sa fille. L'adolescente de 14 ans n'a pas donné de ses nouvelles depuis qu'elle avait appelé sa mère justement pour lui dire qu'elle manquait son train à Paris. Mais la police a pu reconstituer ses déplacements. Audrey Goutard. Un mois après la disparition de Laetitia, Isabelle Malézieux lance un appel à sa fille. Ce qu'on veut, c'est qu'elle nous téléphone et qu'elle nous dise où elle est et on viendra la chercher. De quelque manière que ce soit, quoi. Et qu'elle n'a rien à craindre et pas besoin d'avoir peur que ce soit de la police ou de toutes les personnes dont elle pourrait peut-être avoir peur. La mère de l'adolescente est en contact quotidien avec les gendarmes. Les enquêteurs ont récemment diffusé une fiche de recherche, y compris sur Internet. L'objectif, rassembler le plus d'informations possible sur le périple de la jeune fugueuse. Déjà, ils savent qu'elle a séjourné en début de semaine à Aulnay, en région parisienne, au même endroit que lors de sa dernière fugue en mai. La jeune fille avait disparu, laissant sa famille sans nouvelles durant plusieurs semaines. Cette nouvelle fugue ne serait qu'une fuite de plus de Laetitia. Mais pour sa mère, l'attente est insupportable. 2 médicaments contre le cholestérol ont été retirés de la vente. Il s'agit du Staltor et du Colstat, commercialisés par le laboratoire Bayer, qui annonce dans le même temps la suppression de 1800 emplois. Les médecins français et les pharmaciens ont découvert cette nouvelle par voie de presse. Ce médicament, associé à d'autres, aurait provoqué la mort de 39 personnes dans le monde. Delphine Orviller et Dominique Bonnet. Ce médicament est retiré du marché, il faut bien sûr l'arrêter. Ce patient prend depuis 2 ans un des médicaments anti-cholestérol mis en cause. Inquiet, il est rapidement venu consulter son médecin. Hier soir, à la télévision, j'ai appris ça et immédiatement, je suis venu voir le professeur Lafont pour savoir si je dois continuer. Au total, ce sont 500 000 patients français qui vont devoir arrêter leur traitement. Mais pas de panique, cette interruption n'est pas dangereuse. L'arrêt de ces médicaments brutal n'a aucune conséquence. En ce qui concerne le remplacement de ces médicaments, je conseillerais les patients d'attendre le retour de leur médecin s'ils sont partis en vacances et de les revoir au retour des vacances. Les 2 médicaments retirés du marché sont le Staltor et le Colstat. Ils pourraient être dans certains cas à l'origine de complications musculaires. Ces risques étaient en partie connus. Le mois dernier, l'Agence française du médicament avait déjà mis en garde sur l'utilisation de ces produits. 39 décès en Europe et aux États-Unis ont finalement conduit le fabricant à les retirer du marché. Une décision dont ni les médecins ni les pharmaciens n'ont été clairement informés. Aucun communiqué officiel, non, aucun fax, ni aucun élément officiel de ce matin. Avec ces médicaments anti-cholestérol, le laboratoire Bayer comptait cette année en France sur un chiffre d'affaires supérieur à 800 millions de francs. Dès l'annonce du retrait, le titre à la bourse a chuté de 17%. Dans le même temps, le groupe allemand a annoncé un plan social et la suppression de 1800 emplois. L'état de santé de Jean-Paul Belmondo est stationnaire. C'est ce que déclarait ce matin l'hôpital Saint-Joseph à Paris, où l'acteur, âgé de 68 ans, a été transféré hier après un accident vasculaire cérébral. Jean-Paul Belmondo avait déjà été traité dans cet hôpital. L'entourage de l'acteur a demandé la plus grande discrétion. Alors nous retrouvons sur place Thierry Curté devant l'hôpital Saint-Joseph. Thierry ?
Écoutez Françoise, pour l'instant, l'état de santé de Jean-Paul Belmondo est jugé sérieux mais stationnaire. De sources hospitalières, on précise que de nombreux examens ont été effectués aujourd'hui, notamment pour une adaptation optimum des traitements. On précise également qu'il est maintenant nécessaire d'attendre de 24 à 48 heures avant de se prononcer sur un premier bilan. À son arrivée hier au soir, l'acteur ne parlait pas, mais il était conscient. On sait que son attaque vasculaire cérébrale a provoqué une paralysie partielle du visage côté droit. Jean-Paul Belmondo a déjà été soigné ici à l'hôpital Saint-Joseph dans le 14e arrondissement de Paris. C'est son 3e gros pépin de santé. En 95, il a subi une importante phlébite et puis en 99, il a fait un malaise à Brest où il était en représentation. Jean-Paul Belmondo, à qui Alain Delon a rendu visite tout à l'heure, a toujours pratiqué de nombreux sports, natation, vélo, tennis et sans beaucoup de modération. À 68 ans, l'acteur a toujours voulu garder la forme, un peu trop peut-être. L'accident vasculaire cérébral est aujourd'hui la première cause de handicap neurologique. Chaque année, 150 000 nouveaux cas en France. Des accidents dont la gravité peut être très variable et qui sont un peu pour le cerveau ce qu'est l'infarctus pour le cœur. Explication Laetitia Legendre et Roger Mathurin. Voici en image de synthèse un accident vasculaire cérébral. Dans de très rares cas, un vaisseau éclate dans le cerveau et c'est l'hémorragie. Mais le plus souvent, 9 fois sur 10, un caillot bouche une artère, ralentit la circulation sanguine. C'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ischémique. Les cellules ne sont plus irriguées et certaines fonctions de l'organisme commencent alors à se détériorer. Tout dépend des régions du cerveau touchées lors de l'accident cérébral. En fonction de la région, cela peut toucher plusieurs de ces fonctions ou une seule. Concrètement, ça peut être garder un problème moteur, la motricité, garder un problème sensitif, moins bien sentir, garder un problème de parole, moins bien parler qu'avant, garder un problème visuel, moins bien voir d'un côté qu'avant. Voilà. Alors, il peut y avoir une petite partie d'une de ces fonctions qui est touchée, ou bien plusieurs de ces fonctions touchées. Avec 150 000 nouveaux cas chaque année, les accidents vasculaires cérébraux difficiles à diagnostiquer sont la 3e cause de mortalité en France. Sa prise en charge doit être rapide. Dans près de 20% des cas, on en meurt. Un malade sur 2 conserve des séquelles neurologiques lourdes, avec des risques de rechute importants dans les années qui suivent l'attaque. La rééducation très longue est indispensable. L'accident vasculaire cérébral fait dans le monde plus de 5 millions de morts chaque année. Nouveau scandale sur les hormones de croissance. On savait déjà que certains lots d'hormones contaminés par la maladie de Creutzfeldt-Jakob ont causé la mort de 80 adolescents. Mais on apprend aujourd'hui que l'Institut Pasteur aurait surfacturé les lots vendus, réalisant ainsi des bénéfices sur le dos des malades. Ce que dément aujourd'hui les responsables de l'Institut, Dorothée Cochard et Nicolas Lemarinier. Franck Valentin, à gauche sur la photo. Il avait 7 ans. Certains le trouvaient trop petit et pendant des années, il a reçu 3 injections par semaine d'une hormone de croissance. En fin de compte, à chaque piqûre, c'était un genre d'ouverture vers la mort. Il fallait, si mes souvenirs sont bons, 40 cadavres pour faire une piqûre. Distribué par l'Institut Pasteur, on sait aujourd'hui que 4 lots de cette hormone étaient contaminés. Cela a été fatal à Franck, cela a été fatal à 80 autres adolescents morts de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Voilà 10 ans que le juge Bertholas Geoffroy enquête sur le dossier. L'affaire remonte au début des années 80. L'Institut Pasteur développe une thérapie contre le nanisme. Il extrait l'hormone de croissance d'une glande du cerveau, l'hypophyse. Cette hypophyse est prélevée sur des cadavres. Et avec les années, le marché grandit, il devient rentable. Il faut prélever de plus en plus d'hypophyses, trouver de nouveaux marchés. Pasteur passe des contrats en France, à l'étranger. Certains lots sont contaminés. Mais ce que révèle aujourd'hui le Parisien, c'est que l'Institut Pasteur aurait surfacturé l'hormone de croissance. Selon un rapport remis au juge, en 1982, des frais de rémunération du personnel auraient été facturés 2 fois, gonflant le prix de vente du produit, ce qui indigne les familles et l'entourage des victimes. Ils sont bien entendu très choqués d'avoir été ainsi un enjeu financier. Ils ont déjà beaucoup souffert, ils souffrent beaucoup de la perte de leurs enfants. Et se trouver aujourd'hui confrontés à cette réalité d'un profit substantiel autour de la mort de leur enfant est bien entendu quelque chose d'inacceptable. L'Institut Pasteur dément formellement avoir tiré un profit quelconque de la vente des hormones.
Y a-t-il eu ou non scandale financier? 1000 personnes qui ont utilisé le même produit attendent une réponse. Lionel Jospin, en vacances à l'île de Ré, a téléphoné ce matin à la veuve du préfet Claude Érignac pour lui assurer que jamais les assassins du préfet ne seraient amnistiés. C'est ce qu'indique le service de presse du Premier ministre. Hier soir, dans ce journal, vous l'avez entendu, Madame Érignac avait lancé un appel dans ce sens au Premier ministre et au chef de l'État. À Paris, les voies sur berge resteront fermées à la circulation jusqu'au 15 août. Le juge des référés du tribunal a donné tort cet après-midi à l'avocat parisien qui estimait que cette fermeture constituait une voie de fait. L'avocat a été condamné à payer 1 franc symbolique de dommages et intérêts au maire de Paris. Des copies parfaites de cartes bancaires, c'est la dernière prouesse de certains pirates informatiques, ceux que l'on appelle les hackers, selon le terme américain. Pascal Doucet-Bon et Olivier Robert ont enquêté sur ces copies conformes, appelées Yes Card, parce que de nombreux terminaux de paiement leur disent toujours oui. Il se fait appeler Géoli. Non seulement ses activités lui imposent la plus grande discrétion, mais en plus le jeune homme est d'une timidité maladive. Un de ces fous d'informatique peu doué devant une caméra, mais capable d'obstination devant un ordinateur, avec des résultats terrifiants. On peut actuellement cloner pratiquement toutes les cartes bancaires, sans connaître le code confidentiel. Géoli affirme n'avoir effectué aucune escroquerie. Il veut juste, dit-il, prouver que c'est possible, et vendre un jour l'antidote dont il a déposé le brevet. Le matériel, un simple encodeur, en vente légale dans tous les bons magasins. Une carte à puce vierge, elle aussi vendue librement dans le commerce. Géoli a créé un programme capable de fabriquer une vraie fausse puce à partir des seuls numéros d'une carte. Pas besoin de voler la carte, pas besoin du code confidentiel. Avec cette copie, appelée YesCard, il pourrait, s'il le souhaitait, téléphoner d'une cabine, faire le plein d'essence, effectuer des achats à moins de 600 francs, bref, berner les terminaux qui ne consultent pas en direct la banque de la carte originale. Plusieurs hackers se vantent déjà de l'avoir fait, certains se sont fait prendre. Les banquiers reconnaissent l'existence du phénomène, mais le considèrent comme une escroquerie de gagne petit. Ça ne peut se faire que dans des transactions de petits montants, et en aucun cas, je le dis et je le redis très fermement, en aucun cas sur les distributeurs automatiques de billets. C'est vrai, la YesCard ne permet pas le retrait d'argent liquide. Vrai également, son utilisation se limite à de petites sommes. Mais rien n'empêche les escrocs de multiplier les opérations. Une YesCard, effectivement, est utilisée pour des montants inférieurs à 600 francs, puisque c'est ce montant-là, au-dessus de ce montant-là, le terminal ne demande pas l'autorisation. Néanmoins, elle peut être utilisée toutes les 5 ou 10 minutes. Les évaluations qu'on a aujourd'hui, c'est qu'une YesCard peut rapporter en 48 heures quelque chose comme 180 000 francs. Il y a 2 ans déjà, l'ingénieur Serge Humpiche avait ouvert la voie en retirant des tickets de métro avec une vraie fausse carte. Sa découverte lui a valu 10 mois de prison avec sursis. Pour la faille Humpiche, la parade est apparue très vite. Le procédé Géoli, lui, est plus évolué. Pour le contrer, le groupement carte bancaire devra améliorer ou changer tous les terminaux concernés. Demain, à chaque transaction, il y aura un contrôle de la valeur d'authentification faite par le système, et donc ceci va rendre impossible cette transaction. Mais pour changer le parc des terminaux actuels, il faudra plusieurs mois. Alors en attendant, faut-il s'attendre à un déferlement des YesCard? La police prend ce risque très au sérieux. Au cas où l'expérience vous intéresserait, sachez que le simple fait de tester une YesCard, même sans acheter quoi que ce soit, peut vous valoir entre 1 et 3 années de prison et 100 à 300 000 francs d'amende. En Macédoine, François Léotard, émissaire représentant de l'Union européenne, a bien du mal à conclure un accord de paix. Les accrochages se multiplient entre guérillas albanaises et forces macédoniennes. Bertrand Koch. 10 ans après le démantèlement de la Yougoslavie, l'incendie gagne la Macédoine. C'est la mosquée de Prilep qui brûle, dans le sud de la République. À Skopje, la capitale, ce sont des boutiques, des cafés appartenant à des Albanais qui ont subi la nuit dernière la colère des Slaves. Il s'agissait de venger 10 soldats macédoniens dont les corps reposent à la morgue. Hier matin, avec leur convoi, ils sont tombés dans une embuscade des rebelles de l'Učeka, la guérilla albanaise. Quelques heures plus tard, pourtant, les différents partis macédoniens s'engageaient à signer la paix. Le processus politique continuera jusqu'à lundi prochain, le 13 août, date à laquelle sera signé à Skopje le texte d'accord politique
que nous avons préparé. En attendant, les combats continuent. Si l'accord se fait, l'OTAN enverra 3500 hommes désarmer l'Outchéka. La Macédoine est à la croisée des destins. En Algérie, le Festival mondial de la jeunesse se déroule sous haute protection policière. Ce rassemblement voulu par le président Bouteflika, de plus en plus contesté par une bonne partie de la population, a débuté par une cérémonie très solennelle hier soir devant plusieurs milliers de jeunes venus d'une centaine de pays. Dans le même temps, aux portes de la capitale, la police empêchait d'entrer des milliers de manifestants kabyles qui appellent, eux, au boycott du festival et dénoncent une opération de propagande. Il y a 10 ans, la première nuit des étoiles était organisée sur France 2 pour observer, entre autres, les étoiles filantes dites Perséides. Depuis, cette initiative connaît de plus en plus de succès. On compte 100 000 astronomes amateurs en France, grâce, entre autres, à cette nuit très spéciale. Présentée par Claude Sérillon et Hubert Reeves, elle aura lieu cette année en direct à la Cité des Sciences de l'Industrie à Paris. Le décompte a déjà commencé. Romuald Bonan et Nicolas Châteauneuf. Sur le pas de tir de la Cité des Sciences, techniciens et astronautes s'affairent. Dernier détail, dans quelques heures, le vaisseau spatial de la 11e nuit des étoiles, pas encore homologué par la NASA, va décoller. Direction notre système solaire, mais aussi beaucoup plus loin, vers des mondes inconnus. Beaucoup plus près aussi. Notre Terre, 3 heures de balade dans le temps et l'espace. La 11e nuit des étoiles, c'est au fond marquer le point sur l'avancée extraordinaire dans la connaissance de l'espace qui nous entoure. Car il y a 30 ans, on marchait sur la Lune. Et on roulait même. La Lune, ses roches et ses cratères, Apollo, et puis plus rien. Aujourd'hui, c'est la planète jumelle de la Terre qui passionne les chercheurs. Mars et ses canyons gigantesques, peut-être la présence d'eau, plutôt de la neige carbonique, affirment les experts, peut-être aussi des traces de vie passée. Et le vaisseau accélère. Soudain, la rencontre avec un géant, Jupiter, 300 fois la masse de la Terre, Jupiter et ses lunes, Europe, un monde de glace, et Io, avec ses volcans de feu. On va frôler Eros, un astéroïde qui, comme d'autres, pourrait un jour menacer notre planète. Et puis c'est le grand bond vers le mystère des galaxies et des étoiles, grâce aux yeux des télescopes comme Hubble, longtemps myope et qu'il a fallu équiper de lunettes afin d'obtenir ces pêches miraculeuses de mondes lointains. Imaginez un paysan du Moyen-Âge, il connaissait son village, il connaissait ce qui est autour, et puis il n'allait pas beaucoup plus loin. Il avait entendu dire qu'à 500 km de là, à 1000 km, il y avait des choses. Eh bien, nous sommes un peu dans cette position. Nous commençons à connaître la Terre, on se promène dessus, nos avions nous emmènent d'un côté à l'autre facilement, ce qu'on ne savait pas faire auparavant, et nous découvrons qu'il y a un autre monde encore plus riche. Mais la Terre n'est jamais très loin de cette nuit des étoiles, parfois malmenée par la nature. Ici, un cyclone, notre planète le plus souvent abîmée par l'homme, comme ces zones sombres vues depuis la navette, de la pollution sur les côtes américaines qui se déversent en mer. On devait continuer entre 2000 et 2100, comme on a fait entre 1900 et 2000, je ne répondrai pas de l'état de la planète ni de sa capacité de continuer encore à héberger de la vie. La Terre, un fabuleux spectacle où malheureusement les terriens jouent parfois comme de médiocres acteurs. Et pour regarder les étoiles cap au sud, plus précisément au Cap Corse, qui reste un lieu peu visité de l'île et qui a gardé son charme un peu sauvage. Balade et découverte avec Agnès Gardet et Guillaume Fautra. Il est des endroits qu'il fait bon découvrir en bateau. Le Cap Corse en est un. Bout de terre tendu vers le continent, le Cap est une île dans l'île. De cet îlot, on ne pourra que s'approcher. Débarquement interdit. L'archipel des Finocchiarola est devenu en 87 réserve naturelle. Quelques oiseaux rares y ont fait leur nid. On a énormément de cormorans huppés, ce sont également des oiseaux protégés, donc qui prolifèrent de plus en plus. On les reconnaît à leur long cou, à leur plumage noir. Ce sont également de très bons nageurs. On arrive à les trouver malheureusement emprisonnés dans des filets de pêcheurs jusqu'à des profondeurs de 20-25 mètres. Au fil de l'eau, on se laisse aller à la contemplation, ignorant les coups du soleil. La nature exerce ici un charme que l'on avait presque oublié. Les paysages sauvages et puis la couleur de la mer, c'est magnifique.
c'est paradisiaque. Ce qui est pittoresque, c'est assez sauvage, tout ça, on voit que ça peut être exploité, contrairement au Var et puis aux Alpes-Maritimes par exemple. Donc c'est ce qu'il faut sauvegarder en Corse. Au bout de la balade, le petit port de Barcaggio, où l'on débarque les rares touristes. Ici, un seul hôtel, un seul restaurant et 11 habitants l'hiver qui regardent passer les vacanciers avec un certain détachement. Les touristes là qui arrivent par bateau, ça vous gêne ou au contraire vous trouvez ça bien? Ça ne gêne pas du tout, hein. Ça dérange un peu le poisson. Tous ces bateaux qui passent, mais bon. Pas de quoi troubler la tranquillité du Cap. Les quelques voiliers qui croisent ici au large ont toute l'attitude d'aller et venir. Des bateaux, justement, il en est toujours question. Dans quelques minutes, Laurent Bourgnon s'élancera de New York pour tenter de battre le record de la traversée de l'Atlantique Nord. Un record détenu par Serge Madec en un peu plus de 6 jours. C'était il y a 11 ans. Cette fois, Laurent Bourgnon part avec un bateau beaucoup plus performant. Explication Julien Beaumont. Un record mythique, bateau géant. Cam Lewis et Laurent Bourgnon ont choisi le plus grand catamaran jamais construit. 32 mètres de long sur 16 de large, enfin une unité à l'échelle de New York. Un petit air de déjà-vu. Team Adventure a fini 3e de The Race, la course des géants des mers. Objectif, décrocher le record de l'Atlantique, un record vieux de 11 ans détenu par Serge Madec. Laurent Bourgnon a déjà essayé de le battre, sans succès. On voyait le phare donc, de l'arrivée, et là on est arrivé vraiment dans une zone de calme complet. Et on a vu passer s'égrener les dernières heures, minutes, secondes, et on a échoué vraiment tout près du but. Donc c'est pour ça aussi on est motivé cette fois pour essayer de faire mieux. À bord, 15 hommes d'équipage. La météo semble favorable pour décrocher le record. Le bateau est aujourd'hui ce qui se fait de plus rapide sur longue distance. Pour gagner, ils doivent arriver avant le 15 août. Football, eux-mêmes n'y croyaient pas et pourtant les Lillois ont battu Parme hier en match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions 2-0, un exploit qui leur permet de se rapprocher de la qualification. Il s'appelle Romain Ménil, il a 21 ans, il est perchiste au championnat du monde d'athlétisme d'Edmonton au Canada. Il fait déjà figure de successeur de Jean Galfionne et pourrait peut-être ramener la médaille tant attendue. Florent Gautreau et Raymond Chaplin l'ont rencontré. Il s'était perdu, nous l'avons retrouvé. Pendant des années, Romain Ménil a cherché son chemin entre la gymnastique, la perche et ses études d'ingénieur. Il pourrait être au stade, préparer sa finale. Il se balade en ville au centre commercial, toujours là où on ne l'attend pas, souvent à l'écart, un peu solitaire. Romain aime se perdre pour mieux se retrouver. Souvent, il y a trop de choses. J'aime bien ne pas voir de stade, ne plus voir d'athlétisme. Rester un peu tout seul, tranquille, pour se ressourcer, parce que c'est vrai que ça fait 10 jours où on est toujours en groupe, donc là ça permet de se retrouver soi-même. C'est la bonne stratégie! C'est la bonne stratégie! Sur le stade, Ménil prend des risques. Illustration mardi, pendant les qualifications. Il commence son concours à 5,50 m, 2 essais ratés. Ménil passe au 3e de justesse, un peu fou ce Romain. Mais son culot et son talent ont déjà séduit les plus grands. Je pense qu'il est capable d'obtenir une médaille. Difficile de dire laquelle, mais en tout cas, je lui souhaite bonne chance. Le genre de message qui peut porter bonheur à Ménil, dont le record personnel est de 5,93 m. C'est la première compétition que j'aborde vraiment en me disant, je sais déjà avec telle perche je vais commencer telle barre et je suis sûr que ça va passer. Dernier préparatif à quelques heures d'une finale pas comme les autres. Ménil avait pris l'habitude de sauter dans l'ombre de Jean Galfionne. La star n'est pas là. C'est l'occasion ou jamais pour Ménil de jouer les premiers rôles. Les revoilà, toujours aussi gros, toujours aussi monstrueux, toujours aussi coléreux. Les T-Rex, Raptors et autres tyrannosaures comptent désormais un affreux de plus, le Spinosaure, méchant comme une teigne. Jurassic Park 3 est sorti hier avec des effets spéciaux encore plus spectaculaires. Pascal Deschamps et Dominique Bonnet. De retour
sur les écrans, les dinosaures n'ont rien perdu de leur appétit. Et comme les 2 premières fois, la production du film s'est arrangée pour leur envoyer leur quota de chair fraîche et rose. On prend presque les mêmes et on recommence. Si Spielberg produit toujours, c'est Joe Johnston, le réalisateur de Jumanji, qui est aux manettes. Depuis le succès du premier, Jurassic Park est une franchise qui vaut de l'or. Film, parc d'attractions, gadgets, l'intérêt du public doit sans cesse être relancé. Ça, c'était notre nouveau défi. Une fois qu'on a joué sur la nouveauté, la première apparition de dinosaures à l'écran, avec quoi soutenez-vous un scénario? Si on aime voir des dinosaures mâchouillés de l'aventurier, on sera ravi. Après le T-Rex, voici le Spinosaure, 2 fois plus de dents, et le ptérodactyle, sorte de tronçonneuse volante pour ses grands débuts au cinéma. Mais l'intérêt essentiel d'un nouveau Jurassic, ce sont les progrès réalisés en matière d'effets spéciaux, dont les limites sont sans cesse repoussées. Les réalisateurs disposent désormais d'incroyables outils informatiques qui reproduisent les mouvements supposés des bestioles. Ah mon Dieu. Prenez l'exemple du Spinosaure. J'avais un gars littéralement transformé en robot relié électroniquement. Chacun de ses mouvements était reproduit par la bête. On ne joue pas avec des marionnettes. Ce n'est pas Guignol, je veux dire. Ce sont d'énormes machines, fortes, puissantes, qui pourraient vous blesser. Les effets spéciaux sont de plus en plus performants, quoi. Là, il y a des scènes avec des ptérodactyles, j'avais jamais vu ça, moi. Le scénario, il est mou, quoi. Alors, le fils qui a été kidnappé, enfin bon... Non mais attendez, avec les moyens qu'ils ont, on fait un scénario un peu plus béton, enfin crédible, même bien, et là ça tape le tchat. Au rythme de 6 humains avalés par film, on peut encore en tourner 1 milliard avant que les dinosaures engloutissent l'humanité. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. À Jérusalem, un attentat suicide revendiqué par le djihad islamique, mais aussi par le Hamas, a causé la mort de 14 personnes, dont 6 enfants, blessés 130, selon un bilan toujours provisoire. C'est l'attentat le plus sanglant à Jérusalem. Le cabinet de crise du Premier ministre Ariel Sharon est toujours en réunion. La compagne du suspect numéro 1 dans la mort de Karine accuse aujourd'hui Stéphane Kraut d'avoir violé, tué puis brûlé la jeune fille. Cet après-midi, le jeune homme a maintenu sa version de l'accident devant le juge à Sarreguemines. Dans un instant, Nathalie Rigouet, la météo, puis le point route Yves Cara, 20h50, envoyé spécial, 23h, Claude Sérillon et Hubert Reeves dans les étoiles. Demain, 7h50, Gérard Morin avec Danish Sheikh du ministère israélien des Affaires étrangères en duplex de Jérusalem. 13h, Antoine Cormery, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir et bonne nuit très étoilée.